Bonjour à tout le monde. Alors, bienvenue. On va attendre 2-3 minutes pour s'assurer que tout le monde arrive. Pour ceux qui sont déjà là, vous pouvez voir en bas de votre écran, vous allez avoir le bouton discussion et le bouton questions et réponses Q et R. Donc, si vous avez des questions, allez dans le Q et R. Puis, si vous voulez faire des commentaires tout au long du webinaire, n'hésitez pas dans la discussion. Alors, on va attendre 2 petites minutes. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui et merci d'être là en si grand nombre. Bonjour, je vois des gens je vois qu'il y a certaines personnes que je connais. Alors, bonjour à tous ceux qui m'ont fait des petits coucous dans le chat. Alors, on va débuter dans une petite minute. Alors, je vais juste faire un petit rappel pour ceux qui viennent juste d'arriver. Nous avons un bouton discussion pour tous les commentaires que vous souhaitez faire et nous avons un bouton Q et R pour toutes vos questions. Sachez que pour toutes vos questions, nous allons pouvoir vous fournir une réponse, que ce soit pendant le webinaire, à la fin, on va avoir une période dédiée aux questions, mais aussi, nous allons pouvoir rapatrier toutes ces questions-là et répondre via un document aussi. Donc, merci beaucoup d'être là. Alors, nous allons débuter dans 30 secondes. Parfait, on vient juste de me donner le go. Alors, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir pour Laura et moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci d'être venus en si grand nombre. Nous allons parler d'un sujet qui semble être un sujet de l'heure, le leadership à distance ou le leadership hybride. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, je le réitère, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, on veut faire ça quand même très agile. Je vais commencer par tout d'abord vous présenter Laura Hambly, qui est associée chez Humance, une leader dans le domaine du leadership à distance et hybride. Elle fait des recherches sur ces questions-là depuis plus de 18 ans. J'ai bien dit 18 ans et non pas depuis la dernière année. Et puis, depuis plus de 10 ans, elle accompagne les entreprises dans le virage hybride. Elle prône depuis plus de 2 décennies l'agilité et l'adaptation. D'ailleurs, Laura est en constante adaptation. Elle s'adapte aujourd'hui à une nouvelle langue, le français. Bonjour, Laura. Bonjour. Je viens juste de recommencer le français après une longue interruption. Il y a 25 ans, j'ai passé un été formidable à Trois-Rivières. Merci, Laura. Donc, je vais me présenter pour aussi bien commencer les choses. Je suis leader du Grand Montréal chez Humance. J'aide les gestionnaires et les exécutifs à réfléchir stratégiquement à leur impact sur leurs équipes ou sur leurs partenaires externes depuis plus d'une décennie. Je fais partie évidemment de l'équipe d'experts en leadership à distance et hybride. Donc, c'est vraiment un plaisir et on est les deux très passionnés par ce sujet-là. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter. Laura, peux-tu nous parler un peu plus de tes recherches que tu fais depuis plusieurs années? Je fais des recherches sur le leadership à distance depuis 2003. Work Evolution a écrit de nombreux articles et a participé à plusieurs livres sur ces sujets. Nous sommes enchantés de faire partie de la famille Humance. Merci, Laura. Donc, depuis le début, on parle de Work Evolution et du Humance. Alors, on veut peut-être clarifier un peu pourquoi. Alors, depuis plus d'1 an, on a le plaisir d'avoir Work Evolution qui s'est joint à Humance pour joindre nos forces, nos expertises. Humance pourra donc s'appuyer sur l'expertise de Work Evolution, soit
plus de 20 ans de recherche fondée sur les données probantes, des solutions déployées à l'échelle mondiale depuis 2014 en matière de pratique de ressources humaines pour le travail à distance et hybride, ayant des clients un peu partout, soit aux États-Unis, au Canada, et aussi un partenaire avec une université canadienne. Donc, c'est vraiment un plaisir d'accueillir l'équipe de Work Evolution à Humans et c'est toujours un plaisir de travailler avec Laura. Donc, pour commencer, on va vous lancer un sondage sur l'avenir du travail. Donc, je vais juste changer la diapo. Alors, la question, c'est quel terme désigne actuellement le mieux votre futur mode de travail? Toutes les réponses sont bonnes, mais on serait curieux de voir un peu les résultats qui rentrent. Est-ce que c'est le travail flexible, hybride, télétravail, travail à distance, travail virtuel, multisite, retour au bureau? Donc, très curieux d'avoir, alors on va laisser quelques minutes. Vous êtes pas mal à participer, je suis très contente. Wow! Donc, on va encore quelques secondes. On voit plus de 85% des gens ont participé jusqu'à présent. Osons-nous avoir le 100%? Merci beaucoup. Alors, on voit en fait que le résultat le plus populaire actuellement, c'est le travail hybride dans les terminologies. Effectivement, on voit que plusieurs termes peuvent être utilisés. Donc, on voit que travail flexible, télétravail, travail à distance et il y a un peu de retour au bureau avec le 2 donc, on regarde un peu les résultats. Donc, merci beaucoup. Effectivement, il y a plusieurs terminologies qui peuvent être utilisées pour décrire, en fait, ce travail hybride. Ça peut être justement des équipes à distance, quoi que ce soit. Et l'idée, c'est de créer justement ce nuage de mots-là pour s'assurer que tout le monde a une bonne compréhension de la réalité ou du moins comment on voit cette réalité du travail hybride. Alors, merci beaucoup d'avoir participé. Je vous annonce que vous allez avoir 2 autres sondages, donc continuez cette grande participation tout au long. Alors, pourquoi, en fait, nous aidons les organisations à prospérer dans un contexte de travail hybride? Nous sommes là pour appuyer les entreprises le plus possible dans cette évolution-là ou dans ce virage-là. On sait que l'ADN des travailleurs à distance et des dirigeants doit changer, doit évoluer. Et évidemment, nous sommes là pour accompagner dans cette transition, pour s'assurer d'une grande réussite et de réfléchir à ce modèle-là. Puis pourquoi dans la dernière, si on veut, dans la dernière décennie, mais même dans la dernière année, le travail hybride, bien, il y a eu beaucoup de conditions, évidemment, qui sont réunies pour encourager ou du moins gagner en popularité le travail hybride, soit les coûts immobiliers, la course au talent, on pourrait même dire la rétention et l'attraction de talent, la mondialisation. Je ne veux pas dire tout de suite la COVID-19, le temps de déplacement, les outils technologiques, l'empreinte écologique et la montée du travail mobile, intelligent et flexible, donc les outils. Et la COVID-19, ce que ça a fait, c'est que ça a poussé, ça a mis beaucoup de pression sur une tendance qui était déjà présente. La preuve, Laura travaille dessus depuis plusieurs années, mais a accéléré et ont donné les conditions pour que ce travail hybride gagne en popularité. Alors, on va vous poser une deuxième question en sondage pour justement travailler un peu plus là-dessus. On a choisi 4 raisons. Donc, c'est quoi les raisons qui motivent ou qui poussent votre entreprise ou votre organisation à passer à un environnement hybride? Est-ce que c'est de réduire les coûts immobiliers? Est-ce que c'est d'améliorer la productivité, attirer des talents ou maintenir en poste et mobiliser les employés? Alors, on va attendre quelques petites minutes. C'est vraiment bien de vous voir tous participer, puis je vois qu'il n'y a pas une seule bonne réponse, mais plutôt que les résultats rentrent un peu partout. Oh, parfait. Encore quelques réponses qui rentrent. On va attendre.
Merci beaucoup. Alors, on voit que la raison numéro 1, selon vous, est de maintenir en poste et mobiliser les employés. Donc, on parle beaucoup de rétention. Effectivement, on voit que 18%, c'est la deuxième raison, attirer des talents. Bien évidemment, c'est un amalgame de raisons. Puis nous, on a choisi ces 4 éléments-là parce que c'est ceux qu'on voit souvent dans les organisations actuellement. Mais très intéressant de voir que maintenir en poste et mobiliser effectivement les employés semble être une des raisons ou une des motivations les plus grandes. D'ailleurs, on va revenir justement sur l'attraction, la rétention des employés un peu plus loin. Alors, merci beaucoup pour ces éléments-là de réponse. Vous allez avoir un 3e sondage un peu plus loin, donc continuez cette belle participation. Alors, nous sommes à la croisée des chemins. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez, vous le vivez pour la plupart d'entre vous, des grandes questions qui se posent. Est-ce que les organisations vont retourner à un modèle d'avant ou est-ce qu'ils vont opter pour plus de grande souplesse? Je n'ai pas besoin de vous dire que cette photo-là a été prise pendant la COVID quand il n'y avait pas trop de circulation dans le carrefour. Ça, c'est quelque chose que je crois que personne ne va s'ennuyer de la circulation. Donc, évidemment, le hybride amène peut-être un peu moins de circulation. Donc, juste garder ça en tête quand on regarde ce carrefour-là. Il semble pas trop occupé, pas trop d'auto. Grands avantages de la COVID. Il faut qu'on regarde ça d'un point de vue positif. On va dire ça comme ça. Pour réfléchir comme organisation, bien, il faut regarder les tendances. Alors, on vous propose quelques statistiques qui font vraiment ressortir certaines tendances. Alors, je vous invite à regarder ça avec moi. Tout d'abord, on regarde 61%, le télétravail a un attrait particulier pour la jeune génération. Donc, 61% des travailleurs de 18 à 34 ans préfèrent travailler à distance au moins 3 jours semaine. Donc, ça, c'est une statistique qui parle vraiment plus de la plus jeune génération. Si on regarde du côté de Statistique Canada, qui a été publié en 2021, donc il n'y a pas si longtemps, 80% des travailleurs actuels souhaitent travailler au moins 50% de leurs heures à la maison lorsque le retour au travail en présentiel sera possible. 82% des dirigeants d'entreprises prévoient conserver une structure partielle de télétravail après la pandémie et 47% envisagent de permettre le télétravail de façon permanente. Mais la statistique que j'aimerais vraiment attirer votre attention, c'est la dernière de Robert Half. 33% des professionnels en télétravail, en raison de la pandémie, chercheraient un nouvel emploi s'ils devaient retourner au bureau à temps plein. 33%. Donc, évidemment, c'est des statistiques, mais quand même, il y a quelque chose à dire là-dessus. Ce qui nous amène, en fait, à parler de si la tendance se maintient. Oui, on a pris un peu la thématique des élections pour vous dire que nous prévoyons que l'environnement de travail hybride deviendra la norme, tout en conservant certains éléments positifs issus de la COVID. Il faudra utiliser un lieu de travail de façon beaucoup plus intentionnelle et réfléchie. D'ailleurs, il faut tout de suite commencer à réfléchir que quand on parle du bureau, et on ne devrait pas dire « je m'en vais au travail », mais bien « je m'en vais au bureau ». Et quand je travaille, je peux travailler d'un peu n'importe où. Donc, le télétravail, je travaille le matin, je me lève, la base change. Et effectivement, le futur du travail va aller davantage au niveau plus intentionnel et plus réfléchi. Si on regarde tout d'abord le futur du travail sous l'angle des talents, je vais te demander, Laura, pourquoi, Laura, c'est important de préparer les organisations du travail futur ayant cette perspective du talent? Jen, il est très important de bien réfléchir de façon stratégique au milieu de travail pour conserver les talents. Merci, Laura. Vous voyez, elle s'adapte tout de suite en français. Donc, Laura, nous pourrions avoir des conséquences indirectes comme risquer un certain taux de désengagement, d'iniquité ou même une baisse de mobilisation ou de loyauté.
Oui, exactement, Jen. Merci, Laura. Donc, évidemment, le futur du travail intentionnel et stratégique, puis je sais qu'il y en a certains qui commencent à même avoir ça comme vocabulaire, l'intention. Il faut d'abord réfléchir à la culture qu'on souhaite instaurer, qui caractérisera en fait notre milieu du travail. Et il faut évidemment se poser deux questions quand on veut être intentionnel et stratégique. Laura, ça serait quoi les deux questions qu'il faudrait se poser? 1. Quels éléments de votre culture d'avant la pandémie souhaitez-vous éliminer? 2. Quels éléments souhaitez-vous mettre de l'avant dans votre futur milieu de travail? Merci, Laura. Donc, nous devons réexaminer notre stratégie pour un environnement de travail qui va permettre davantage de flexibilité, ce qui pourrait en fait propulser l'engagement et la main-d'œuvre plus productive. Donc, plus on va réfléchir stratégiquement à ces deux éléments, plus on peut aller chercher le meilleur de notre main-d'œuvre. Alors, une culture d'un environnement de travail hybride, c'est d'abord d'instaurer une culture qui appuiera notre vision du futur, mais deux, aussi de la communiquer amplement, cette vision-là, et les raisons qui nous motivent à passer à un modèle hybride. Ce n'est pas juste de mettre un modèle hybride, mais aussi de le communiquer. C'est quoi les raisons? Qu'est-ce qui nous pousse à le faire? D'ailleurs, on va faire un troisième sondage sur les défis qui sont propres aux organisations. Mais tout d'abord, je vais poser la question à Laura. Ce serait quoi une troisième recommandation qu'on pourrait faire au niveau de la culture de l'environnement de travail hybride? Il est vraiment important de soutenir le développement des capacités essentielles pour les employés, les leaders et les équipes. Merci, Laura. Donc, place au troisième sondage sur les défis propres aux organisations. Quel est le défi principal auquel votre organisation est confrontée? Alors, on va vous laisser quelques secondes ou quelques minutes, en fait, pour répondre. Est-ce que c'est de maintenir la confiance et la communication? Est-ce que c'est de prendre des décisions relatives au travail à distance qui sont équitables? Est-ce que c'est de conserver les éléments clés de notre culture dans un environnement de travail hybride ou de réussir l'intégration des nouveaux employés en mode virtuel? Ça, c'est 4 éléments qu'on travaille très souvent, Laura et moi, avec beaucoup d'organisations actuellement. Alors, on est curieux de voir ce que vous avez comme éléments. Ça rentre, ça rentre. C'est vraiment les réponses rentrent comme justement comme des élections. Donc, on va attendre encore quelques... Ah, on a fini le sondage. Bien, merci. Donc, on peut voir ici que 39 conservaient les éléments clés de notre culture dans un environnement de travail hybride. Alors, on va en parler un peu justement dans la prochaine diapositive, suivi de maintenir la confiance et la communication au sein des équipes virtuelles. Définitivement des défis. Ah, excusez-moi, j'ai manqué, il y avait 1% de différence entre 24 et 25. Je suis désolée. Donc, la deuxième raison, prendre des décisions relatives au travail à distance qui sont équitables pour l'ensemble de l'organisation et ensuite maintenir la confiance. Alors, merci beaucoup. Effectivement, toutes ces réponses semblent quand même des défis, qui posent des défis. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu. Effectivement, on parle de collaboration, on parle à distance de télétravail. Le premier mythe que j'aimerais briser, pour certains d'entre vous, il est déjà brisé. Pour d'autres, c'est tout d'abord le travail à distance, ça ne devrait pas être du tout ou rien. Ça peut être une formule qui est flexible et qui va répondre à différents éléments. La collaboration à distance, bien, il y a déjà des outils qui nous permettent d'avoir davantage de collaboration ensemble, que ce soit le OneDrive, que ce soit même le fameux Teams. Donc, il y a de la collaboration qui peut se faire réellement
à distance, où est-ce qu'on peut faire des modifications en temps réel et voir même nos collègues et échanger. Même que certains de nos clients nous disent, on a tellement de collaboration, on parle tellement à plusieurs personnes dans une journée. Donc, la collaboration à distance a une autre forme que la collaboration en présentiel, mais elle existe. Et donc, c'est de vraiment réfléchir à une routine de travail. Est-ce que je suis en télétravail partiel, donc en hybride? Est-ce que j'ai du télétravail occasionnel, donc je suis un peu plus au bureau, sur place? Toutes les réponses sont bonnes, mais l'idée, c'est de vraiment assumer une routine de travail hybride. Alors, merci beaucoup encore une fois pour votre grande participation au sondage. La répartition du temps d'un employé qui passe au bureau et en travail à distance dépend de plusieurs facteurs. On se fait poser souvent la question. On a beaucoup de gestionnaires qui vont avoir à décider dans leurs équipes comment ils vont répartir le temps, soit à distance, soit au bureau, soit en hybride. Donc, on doit regarder des facteurs comme le poste, est-ce que la sécurité, le matériel le permettent, les besoins de l'équipe, est-ce qu'on a besoin d'être en présentiel pour certaines rencontres, est-ce qu'il y a un aménagement du bureau à domicile qui est adéquat, qui permet de justement bien travailler de la maison, l'emplacement et évidemment d'autres facteurs, et la personnalité. Et puis, Laura va nous parler de la personnalité dans quelques secondes, mais avant ça, j'aimerais tout d'abord revenir au poste pour vous dire que le poste de la personne, il faut absolument, quand on réfléchit à choisir un modèle hybride, casser certains biais. On peut penser qu'un chirurgien, par exemple, devrait être 100% au bureau. Donc, évidemment, quand il a à faire ses chirurgies, j'espère qu'il ne les fait pas de la maison. Mais un chirurgien, quand il fait de l'administration, il pourrait même faire du travail à distance. Donc, dans plusieurs rôles, il faut casser ces biais-là, de se dire il faut absolument que ces tâches-là se fassent au bureau, mais bien de pousser un peu les limites, réfléchir et sortir de nos habitudes pour vraiment voir qu'est-ce qui est possible en hybride, qu'est-ce qui est possible au bureau, qu'est-ce qui est possible à distance. Alors, là, on va revenir tel que promis à la personnalité. Donc, Laurent, ça fait depuis 2003 qu'elle se penche sur cette question. Est-ce qu'il y a des préférences au niveau des personnalités quand on parle du travail hybride? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus enclins, moins enclins? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc, Laura, peux-tu nous parler un peu plus des personnalités? Nos 18 années de recherche ont clairement montré que la personnalité joue un rôle majeur. La majorité d'entre nous peut travailler à distance, tandis que certains ont de la difficulté. Certains autres performent mieux dans le travail à distance. Merci, Laura. Donc, si je comprends bien, certaines personnalités travaillent très bien à distance. Donc, on le voit un peu plus à droite. Et il y a d'autres personnalités qui c'est plus difficile. Certainement, Jen. Merci, Laura. Puis, on nous pose souvent la question, est-ce qu'il y a des personnalités que vous pouvez identifier? Évidemment. On va vous donner un petit exemple. Par exemple, quelqu'un qui a un grand besoin d'autonomie pour faire leur travail et qui a une promptitude. Qu'est-ce qu'on veut dire par la promptitude? C'est qu'ils n'ont pas besoin d'avoir tous les éléments pour commencer un projet ou quoi que ce soit. Bien, eux vont avoir un peu plus de facilité à travailler à distance versus des gens qui ont un peu plus une basse autonomie, bien, ils vont avoir un peu plus de difficultés. À noter, depuis 1 an, pour la plupart d'entre nous, on a été comme un peu plus obligés de travailler à distance. Donc, on pense qu'on est le plus performant à distance parce qu'on a été mis dans ce contexte-là. Alors, c'est vraiment important pour réfléchir à l'avenir au mode hybride, de prendre ce pas de recul puis de se dire, est-ce que réellement ces gens-là vont bien performer au long terme à distance ou avoir un modèle où est-ce qu'ils peuvent être un peu plus au bureau. La COVID, évidemment, ça a été une réalité pour la grande majorité de nous, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement bien pour tout le monde. Donc, il y a un message, la plupart des gens peuvent travailler une partie du temps à distance ou en hybride, mais il y a quand même dans la personnalité aussi 2 spectrums très importants à ne pas négliger. Parfait.
Alors, il faut, oh, pardon, j'ai sauté une diapo. Il faut éviter les modèles blancs ou noirs. Les employés, très importants, ne devraient pas avoir à choisir en travailler exclusivement de la maison ou exclusivement au bureau. La répartition idéale pour la plupart des gens, donc si on retourne à la diapositive ici, la plupart des gens, le modèle pourrait être un 3-2 ou 2-3. Sachez qu'il y a moins de 10% qui préfèrent être 100% au bureau ou 100% à la maison. Donc, très, 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 très important. Puis Laura, est-ce qu'il y a un troisième point justement que tu aimerais ajouter? Un environnement de travail entièrement virtuel n'est pas la solution idéale. Donc, la solution, c'est de trouver un entre-deux. Merci. Donc, évidemment, comme je le mentionnais avant, nous avons fait de notre mieux pendant le confinement à travailler 100% virtuel pour la grande majorité. Mais où est-ce qu'on va aller chercher le maximum? C'est plus dans le 3-2 ou le 2-3 en hybride qu'on va aller chercher le plus grand engagement, la plus grande productivité de ce qu'on peut voir et selon les tendances. Merci, Laurent. Alors, on arrive à un gros morceau qui est l'équité, la diversité et l'inclusion. On ne peut pas échapper de parler d'équité, de diversité et d'inclusion quand on pense à un environnement de travail hybride. Un autre sujet très chaud de l'heure, l'EDI. Alors, on va tout de suite aller vers ces deux sujets en même temps. Donc, l'EDI revêt une importance capitale pour les organisations. On le voit énormément. Et le modèle hybride soulève évidemment des difficultés liées à l'EDI. On le voit déjà chez certains, les questions commencent à être soulevées. Pourquoi un tel va pouvoir travailler, pas moi ou quoi que ce soit. Donc, il peut y avoir une stigmatisation des employés qui optent pour le télétravail. Par exemple, si un gestionnaire ou une organisation décide qu'on peut faire du télétravail, mais que finalement, dans les vraies pratiques, bien, on met un peu cette personne-là à l'écart, que ce soit dans les réunions, que ce soit dans les projets ou quoi que ce soit. La présence au bureau pourrait ouvrir la porte à des avantages indus ou du favoritisme un peu caché. Par exemple, parce que la personne est au bureau, on lui donne un dossier qui est très intéressant et qui sont peut-être au-delà de leur capacité, mais comme on a une proximité physique, bien, on pense à cette personne-là dès le départ. Donc, ça pourrait vraiment créer du favoritisme. Donc, dans une perspective d'EDI, il faut faire attention de s'assurer d'avoir une certaine équité. Alors, il faut vraiment redéfinir le rendement. Au lieu de le gérer au niveau du présentéisme ou de la présence au bureau, il faut vraiment le gérer en fonction des résultats. Et ça, c'est le plus important. Donc, casser un peu le loin des yeux, loin du cœur pour les télétravailleurs et s'assurer de la plus grande participation, justement, de ces télétravailleurs, surtout si on est dans un modèle hybride dans nos organisations. Je vois qu'il y a quand même pas mal de questions qui rentrent. Est-ce que le 10% mentionné est pour tous les types de postes, par exemple, personnel de soutien versus gestionnaire? Oui, c'est en général, en fait, Chantal. Donc, effectivement, c'est un 10% de la population active, peu importe gestionnaire versus soutien. Sylvie me pose la question, c'est quoi l'EDI? C'est l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, Véronique aussi, EDI, équité, diversité et inclusion. Donc, je vois que, bon, ben justement, on voit que vous bougez et tout ça, il n'y a aucun problème. Donc, merci beaucoup de votre grande participation. Je vais juste... Alors, comment... une petite suggestion, en fait, en matière d'équité, diversité et inclusion dans un environnement de travail hybride. Une fois qu'on a justement convenu d'un horaire de travail sur place et à distance, les employés, ça c'est leur responsabilité et on le fait avec les gestionnaires évidemment, doivent le communiquer quand ils sont au bureau, quand ils travaillent de la maison ou peu importe d'où ils travaillent. Donc, il faut établir des normes culturelles liées au milieu de travail multisite ou hybride. C'est super important.
Donc, on va prendre Laura comme exemple. Laura, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que tu mets dans ta signature de courriel? Je travaille du bureau les lundis, mercredis et jeudis et je travaille de mon domicile les mardis et vendredis. Merci, Laura. Donc, si je comprends bien, le lundi, mercredi, jeudi, je peux venir te déranger au bureau, te jouer des tours ou quoi que ce soit. Oui. Donc, je vais être gentille, je vais te laisser le mardi, le vendredi tranquille, mais le lundi, mercredi, jeudi, c'est sûr que je viens te déranger. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis très capable. Merci, Laura. Oui. Alors, on arrive à une question aussi qu'on a souvent. Est-ce qu'il y a des compétences des leaders à distance? La réponse, c'est oui. Il faut absolument regarder les compétences un peu différentes lorsqu'on veut développer notre leadership à distance ou voire hybride. D'ailleurs, vous allez voir, je me promène du terme leadership à distance et leadership hybride, mais somme toute, quand on a des équipes qui se retrouvent un peu partout ou éparpillées, ça peut être du multisite aussi quand on parle du leadership à distance. Donc, on a des gens qui sont au bureau, mais dans différents sites. Ça peut être qu'ils sont à la maison, peu importe. Le leadership à distance ou hybride, ça veut dire qu'on a une partie de notre équipe avec nous et une partie de l'équipe qui n'est pas en présentiel. Donc, il y a la nouvelle frontière du développement, évidemment, là-dedans. Les leaders et les équipes doivent posséder des compétences et des habitudes requises pour s'épanouir dans cet environnement hybride. On va revenir sur certaines compétences, il y en a 14. C'est un défi de taille, évidemment, de gérer un groupe qui est réparti dans différents milieux de travail, mais les avantages qu'on peut aller chercher de justement cet élément-là de hybridation, comme on ose utiliser cette expression, vont valoir la peine. Donc, pour les gestionnaires qui sont actuellement dans le webinaire, oui, c'est un effort soutenu à avoir dès le départ, mais les bénéfices qu'on peut aller en chercher sont très, très grands. Et les défis face aux leaders à distance, bien évidemment, c'est d'utiliser un processus équitable et uniforme pour décider du recours du travail à distance. Ça ne devrait pas être aléatoire ou du moins parce que quelqu'un nous le demande et quelqu'un d'autre ne nous le demande pas. C'est de garder aussi le grand défi de garder l'équipe unie, de promouvoir la communication, la collaboration, donc de déterminer des façons de faire quand on est une équipe hybride. Actuellement, je vous rappelle, pour la plupart d'entre nous, on est en mode virtuel. Donc, on a développé un système, mais on ne peut pas penser que ce système-là va nécessairement être efficace quand on va avoir des équipes plus hybrides. Laurent, peux-tu nous parler des deux prochains points, s'il te plaît? Oui, il est nécessaire de traiter de façon équitable tous les membres de l'équipe. Et si on se déplace jusqu'au bureau, il faut que cela vaille la peine et que ce soit une super journée. Merci, Laurent. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par une super journée? En fait, c'est on doit absolument créer une valeur de venir au bureau. Quand on vient au bureau, il ne faut surtout pas que les employés sentent qu'ils auraient pu faire ce travail-là de la maison et qu'on les empêche de travailler de la maison. Alors, quand on va créer ces journées-là de super journées, comme on dit, il faut qu'il y ait des espaces de collaboration ou du moins qu'ils voient la valeur de venir au bureau et qu'ils ne se traînent pas les pattes et que ça soit une obligation. Donc, très, très, très important. Puis, je vois qu'il y a quelques questions. Je vais peut-être répondre à une actuellement, puis on va avoir une période de questions après. Donc, Sylvie, est-il préférable d'établir un horaire de présence au bureau fixe ou stable? Donc, on va revenir à cette question-là parce que ça mérite une bonne réponse. Donc, on va revenir à cette question-là. Alors, on ne l'oublie pas, ça c'est certain. Donc, les fameuses compétences que l'on peut aller, qu'on doit avoir ou qu'on doit développer pour être un leader à distance efficace. Tout d'abord, il y a 3 grandes familles. Et nous avons mis en place ces 14 compétences de leader hybride à partir de plusieurs études de meilleures pratiques. Ce modèle a été créé par Laura, qui est avec nous aujourd'hui, et Tom O'Neill, les 2 cofondateurs de Work Evolution.
et ça repose sur des recherches approfondies. Il y a plusieurs années, je le rappelle, ça ne fait pas un an qu'on se penche sur cette question-là, mais bien avant. Et ces 14 compétences, donc l'accessibilité et le soutien, la création d'une équipe unie, que ce soit la promotion d'un équilibre travail-vie personnelle, la communication polyvalente, l'alignement stratégique, la gestion du travail et des gens, bien, ça nous a permis, une fois qu'on a établi ces 14 compétences, de créer en fait une évaluation psychométrique sur comment mesurer tout d'abord face à ces compétences-là où on se situe, mais ensuite comment on peut les développer. Donc, une petite image de justement notre rapport qu'on est très fiers d'avoir. Ça fait plus de 5 ans que nous avons cette évaluation-là qui existe et qui est toujours peaufinée, évidemment. Et en fait, la puissance de ce rapport, ce n'est pas juste le rapport, mais tout ce qui est le coaching qui se fait en arrière, en amont, avec les résultats pour faire ressortir des pistes de développement pour aller chercher vraiment le meilleur du leader à distance. Juste pour vous donner un type d'exemple, un peu les échelles. Donc, on regarde l'échelle ici actuellement liée à la relation, donc accessibilité, soutien, établissement. On peut voir ici les différents résultats et c'est vraiment basé sur des algorithmes qui nous permettent d'aller chercher ces résultats-là. Donc, très intéressant et ça aide énormément à guider nos leaders dans cette nouvelle réalité. Je sais que certains vont rouler leurs yeux, même si je ne vous vois pas tous, mais cette nouvelle réalité, ou du moins cette réalité redessinée. L'équipe de Work Evolution et de Humans, on a travaillé très fort à aussi développer un parcours connecté pour justement aider, une fois qu'on a évalué certains leaders, comment les aider, les gestionnaires et les leaders, à travailler à distance et être plus productifs et engageants. Ce parcours-là est un parcours sur 8 semaines. C'est des micros-apprentissages, donc pas des grands éléments, avec des vidéos, avec des activités, avec des éléments de réflexion. Et ça a été créé par l'équipe de Laura et donc de Work Evolution. Et évidemment, nous, on en a tous bénéficié à l'interne et ça s'offre en français et en anglais. Et Laura, peux-tu nous expliquer un peu la motivation pourquoi créer ce parcours connecté? Notre équipe à Work Evolution aime partager notre savoir pour créer un parcours virtuel de développement. Merci. Donc, comme je vous dis, parcours très intéressant avec toutes sortes de capsules qui nous aident à nous propulser comme gestionnaires. Donc, l'offre Humans ne travaille pas uniquement sur les évaluations, mais bien sur la réussite des leaders, des collaborateurs individuels, des équipes. Nous misons surtout sur comment vous accompagner dans tout ce qui a à voir avec le travail hybride, que ce soit les services conseils, que ce soit des ateliers. On est là pour vous accompagner dans cette transition qui semble déjà commencer pour certains et pour d'autres, beaucoup de questions nous avons eues depuis plusieurs semaines, des questions, des demandes pour tout ce qui est justement pour arriver dans ce virage hybride. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour que ce soit des services conseils stratégiques. Laura et moi, on sera plus que contents de vous accompagner dans tout ce que vous avez besoin. Et là, on va commencer la période de questions dans quelques secondes. Mais je voulais tout d'abord vous remercier d'être là en si grand nombre. Pour vos collègues qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, sachez que nous avons une deuxième date qui est offerte parce qu'il y a eu un grand engouement pour ce webinaire-là. Et puis, sachez, comme je vous l'ai mentionné, pour toutes les questions qui n'auront pas été répondues pendant la période de questions, sachez que nous allons pouvoir vous fournir un document avec les réponses à toutes vos questions. Donc, Laura, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais dire avant qu'on commence la période de questions? Merci beaucoup à tous et bonne journée. Au plaisir d'échanger avec vous. Merci, Laura. Donc, alors, Daniel Terrien nous pose la question, est-ce que les défis sont les mêmes pour les organisations publiques comme la mienne? Prévoyez-vous un décalage dans l'approche et l'adaptation des organisations publiques?
En fait, ce qu'on regarde, c'est l'ensemble des organisations, donc autant publiques que privées. Et puis, on peut voir que cette tendance-là va être quand même accrue. Encore là, il faut regarder certains éléments qui sont la sécurité, qui sont différents éléments qui pourraient avoir un impact sur comment on va emboîter le pas, mais définitivement, on peut regarder ça d'un angle global. Est-il préférable d'établir un horaire de présence au bureau fixe et stable? Alors, Sylvie, je reviens à ta question. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à cet élément-là. Évidemment, chaque équipe doit établir qu'est-ce qui va être important pour eux. Si on a un horaire fixe, bien, ça peut forcer certaines personnes, par exemple, on veut faire une activité d'équipe ou quoi que ce soit, à avoir certaines limites, comme par exemple, si on est 10 dans l'équipe, puis il y en a certains qui ne travaillent pas le mercredi, mais d'autres qui ne travaillent pas le jeudi et le lundi, et que finalement, ça ne fonctionne pas. On peut aller avec des journées fixes pour aider l'équipe de savoir un peu qui, quoi, comment, mais avoir un message aussi d'une certaine de flexibilité quand le besoin est réellement là. D'où l'importance des super journées. Donc, si on sait pourquoi on doit faire les choses, pourquoi on doit aller au bureau ce jour-là spécifiquement, bien, souvent, on va avoir ce sentiment, on n'aura pas d'amertume, on ne se traînera pas les pieds pour y aller. On va savoir pourquoi. C'est comme un peu l'exemple que je donne souvent. Si on vous dit tout d'un coup, vous allez avoir un appel, un meeting ou une rencontre à 5 heures du matin. Pas grand monde qui vont être super contents d'avoir cette nouvelle-là, sauf peut-être les gens qui sont plus matinaux. Mais si on vous explique le pourquoi du comment à 5 heures du matin, bien, vous allez peut-être être un peu fatigué ce matin-là, mais vous allez savoir pourquoi. Alors, l'idée, c'est de communiquer le plus possible le pourquoi si on fait un horaire fixe et qu'on doit des fois bouger certains éléments. Pourquoi on souhaite le faire? C'est quoi l'importance? Est-ce que ça répond à ta question, Sylvie? Tu pourras nous réécrire par rapport à ça. Nous avons, Sylvie continue avec nous avons actuellement une perception d'iniquité entre les personnes dont les rôles exigent une présence au bureau à 100%, exemple les superviseurs de production, et ceux dont leur rôle permet de bénéficier d'un modèle hybride. Évidemment, comme on l'a mentionné, selon les rôles et responsabilités de chacun, que ce soit la sécurité, que ce soit justement une présence, comme par exemple, si on donne l'exemple encore une fois du chirurgien qui est sur place, bien, il y a une partie qui n'a pas le choix. Est-ce qu'il peut y avoir un dialogue pour mieux expliquer certains rôles? Absolument. Puis comme tu le disais si bien, Sylvie, c'est justement une perception. Donc, la communication dans tous ces aspects doit vraiment bien être expliquée. Pourquoi on doit être au bureau? Qu'est-ce qui est important? Et évidemment, le modèle ne peut pas être, puis comme on l'a mentionné, le modèle hybride ne peut pas s'appliquer à tout le monde, du moins dans certains cas, là, comme les exemples que tu donnes. Donc, c'est important, effectivement, de bien établir pourquoi certaines personnes peuvent être en hybride, puis pourquoi certaines personnes doivent absolument. Mais encore là, je vous invite, dans certains rôles, on pense qu'il faut à 100%, donc de se creuser un peu la tête ou briser certains biais pour s'assurer qu'il n'y a pas peut-être une partie qui pourrait justement se faire en télétravail. Donc, je vous invite à quand même pousser votre réflexion davantage en se disant, bon, si on est en production puis qu'on est devant une machine, c'est un peu plus compliqué. J'avais un exemple de quelqu'un qui devait imprimer des cartes plastifiées. Vous ne pouvez pas voir la personne se promener avec son imprimante. Donc, dans ce cas-là, il fallait qu'elle soit au bureau, mais on a réfléchi à justement, est-ce qu'il y a une journée par semaine que ces tâches plus cléricales pouvaient se faire de la maison? J'espère que ça répond à ta question. Avec la formule, Mélanie, avec la formule, les employeurs évaluent la stratégie de bureau volant, non attitré à un employé seulement, et diminuer la quantité de bureaux disponibles, économie de pieds carrés. Est-ce qu'une tendance qui sera bien acceptée auprès des employés, est-ce qu'il y a des statistiques à ce sujet? Bien, évidemment, c'est une tendance qu'on voit, effectivement. C'est un des avantages, en fait, pour les organisations, une motivation aussi, évidemment, ce n'est pas la seule.
pour justement le travail hybride, c'est justement on peut réduire la taille de nos bureaux. Est-ce que c'est bien vu? Bien, ça dépend encore une fois si la culture de l'entreprise pousse autant vers la collaboration à distance. Si oui, les employés ne verront pas nécessairement la différence et s'assurer qu'on a peut-être des lieux où est-ce qu'on peut justement faire de la collaboration quand on veut être au bureau. Donc, c'est peut-être de réaménager certains lieux pour ne pas avoir juste des bureaux, mais plus des salles de conférence. On le sait pour la plupart d'entre nous, le défi des salles de conférence, quand vous voulez avoir une salle de conférence avant la pandémie, était déjà un défi. Donc, de vraiment réfléchir, en fait, à comment on pourrait regarder ça différemment. Donc, ça peut être une réorganisation des lieux de travail, même si on réduit les pieds carrés. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question, Mélanie. Est-ce que c'est nécessaire dans ce nouvel environnement de définir une politique, règles de fonctionnement, communication super accrue, notification, chat, journée extensible, balisage à définir? Évidemment, d'avoir des balises va être important. Juste pour la communication, nous, on suggère souvent justement pour même des réunions plus efficaces entre équipes, d'établir même des règles de comment on communique, pourquoi on communique, c'est quoi les moyens qu'on va communiquer avec. Donc, effectivement, d'avoir des politiques de base, du balisage qui est fait par l'organisation, mais qui laisse une certaine aussi latitude au niveau des équipes pour qu'ils évoluent selon leurs besoins aussi. Donc, avoir un peu de balise, mais peut-être pas être trop rigide non plus à ce niveau-là. J'espère que j'ai répondu à ces éléments. Ah, je vois que d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres questions qui rentrent? Non, je pense que ça, c'est tout. Et puis, je vois que dans le chat, il y en a qui écrivent. J'espère que ça a été super utile pour certains d'entre vous. Si vous avez, encore une fois, mon message, c'est si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes ensemble. Donc, Valérie, je semble avoir répondu à ta question. Ben, merci. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions que je ne vois pas? Non? Parfait. Puis dans les commentaires, bien évidemment, j'ai une question qui est de retourner en fait aux compétences. Donc, je suis peut-être passée, étant donné qu'on travaille avec ça tous les jours, on va peut-être retourner aux compétences. Oups, j'allais un peu trop vite. Donc ici, au niveau des compétences, grande famille, relations, souplesse et productivité. Et là-dedans, les compétences des leaders à distance. On a la promotion de la collaboration, évidemment. Donc, ça revient à certaines questions que vous avez eues. Et très important, l'alignement stratégique. Donc, Valérie, un peu à ton point aussi, avoir un alignement, ça va être très, très, très important. L'intention, je ne peux pas stresser assez sur ce point-là. Être intentionnel dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que si on organise une rencontre, si on organise la collaboration, il faut avoir un leadership le plus intentionnel possible, c'est-à-dire d'avoir pensé en amont à l'impact qu'on veut avoir. Y a-t-il place à des rencontres où une partie de l'équipe serait en présentiel et l'autre à distance? Absolument. Le défi de taille, Elisabeth, c'est-à-dire que quand on va faire une rencontre hybride, il faut, encore là, je suis fatigante avec ce terme-là, mais il faut être intentionnel dans notre façon de faire, c'est-à-dire que si nous, on est en train de faire cette rencontre-là, il faut que les gens, une question d'équité, une question d'engagement, une question de se sentir faire partie, c'est un besoin fondamental. Donc, si on a une partie de l'équipe qui est en hybride, il faut absolument qu'ils se sentent comme s'ils sont dans la salle et vice-versa. Pensez à il y a 1 an ou plus d'1 an, quand on était dans des appels conférences et qu'on était la seule personne sur la ligne au téléphone et tout le monde était dans la salle. Et là, ça se parlait entre eux, c'était difficile à suivre ou quoi que ce soit. Donc, ce sentiment-là de se sentir naturellement exclu est un danger définitif d'avoir des rencontres moitié-moitié. Mais si on est conscient de ça, puis si on fait un effort soutenu à inclure tout le monde dans la discussion, à forcer la participation, quand je dis forcer, c'est encourager.
fortement la participation, que ce soit par le chat, que ce soit qu'ils prennent la parole, que ce soit qu'on commence avec les gens en hybride ou à distance pour entendre leur point de vue. Il y a plusieurs façons. Ça, ce serait dans la bonne gestion de rencontres hybrides, justement. J'espère que j'ai répondu, Elisabeth. Je vois qu'il y a d'autres questions. Gaétan, comment assurer l'équité entre ceux qui peuvent faire du télétravail et ceux qui ne peuvent pas? Grande question. Donc, effectivement, la seule solution réelle, c'est de la communication des différents postes. Si on réfléchit, dans le passé, on avait un peu le même enjeu, c'est-à-dire si on avait une équipe de vente, par exemple, qui devait, par leur rôle, être à l'extérieur, aller voir des clients, et on avait une équipe de soutien à ces gens-là, bien, eux devaient être un peu plus, c'est des tâches un peu plus cléricales, donc ils devaient être un peu plus au bureau. Maintenant, les choses ont un peu changé, c'est-à-dire que même le clérical, on pourrait réfléchir qu'il pourrait se faire un peu plus en télétravail. Mais assurer l'équité, c'est aussi de faire valoir pourquoi c'est important d'être au travail, au bureau, pardon, vous voyez, je m'attrape moi-même à mon propre jeu, d'être au bureau et pourquoi c'est important pour la personne d'être à distance ou du moins de ne pas être nécessairement au bureau à tout le temps. Donc, c'est dans la communication que l'équité, parce que c'est des perceptions d'inéquité et non pas réellement un manque d'équité. C'est vraiment, l'équité, en fait, c'est vraiment un principe où est-ce qu'on se dit, les gens sont tous sur le même pied d'égalité, mais selon leur réalité, évidemment, ou selon les postes. Donc, l'inéquité vient beaucoup plus sur si on met de côté certaines personnes, si on ignore certaines demandes qui ne sont pas raisonnables. Y a-t-il, Jean-Philippe Dubois, y a-t-il des nouvelles compétences qui émergent avec le travail hybride ou augmentent le volume sur celles déjà importantes? En fait, c'est le hybride, en fait, est le leader à distance sur les 14 compétences. Il n'y a pas vraiment de nouvelles émergences, bien que certaines pourraient avoir l'air plus importantes que d'autres, mais les 14 qui ont été identifiées sont celles qui sont fondamentales, en fait, au travail hybride. Que ce soit des leaders à distance ou hybrides, c'est les mêmes compétences qui doivent être travaillées. Non, on n'a pas vu nécessairement des nouvelles compétences se développer. Bien au contraire, ça a été des compétences qu'il faut plus développer ou plus focusser dessus qu'on voit. Merci. Donc, oui, effectivement, on voit dans le chat aussi, d'ici 24 heures, vous allez recevoir un courriel contenant le contenu qui a été présenté, ainsi que des ressources ou des outils en lien avec le travail à distance. Donc, ça va être vraiment un plaisir pour nous de vous partager d'autres statistiques, d'autres éléments, en plus de la présentation que vous avez vue aujourd'hui. Donc, vraiment, plusieurs éléments de plus que vous allez avoir, en fait, comme petite surprise dans les prochains 24 heures. Donc, j'espère que vous allez être super, super, super content avec ça. Donc, je vois qu'il y a d'autres questions. Comment bien intégrer, conserver le besoin de contact humain, incluant certains échanges de corridors plus informels, spontanés, qui peuvent, dans certains cas, être très utiles? Bien, un truc, Elisabeth, qu'on peut te suggérer, c'est puis ça, souvent, on va avoir en même temps, quand je vais donner la solution ou une piste de solution, on va me dire, ouais, facile à dire et difficile à mettre. Mais une suggestion que je vais te faire, c'est dans notre horaire actuellement, on est un peu tributaire, on accepte les rencontres et tout ça. Et c'est de créer des espaces où est-ce qu'on ne prend pas de rencontres, mais qu'on reste disponible. C'est-à-dire qu'on peut continuer à travailler comme on serait au bureau et que quelqu'un peut nous appeler, peut nous teamer, peu importe la plateforme que vous utilisez, à ces moments-là. Donc, de dédier des moments où est-ce qu'on n'a pas de rencontres formelles d'organiser, mais plutôt des moments où est-ce que, justement, que ce soit des membres de notre équipe, des collègues, peuvent nous faire un petit coucou. C'est sûr que d'essayer de recréer à 100%
le présentiel ou la spontanéité du présentiel est un peu difficile et d'où l'importance d'être intentionnel dans tout ce qu'on fait, dans toutes nos actions qu'on va mettre, mais de créer ces petits moments-là où est-ce qu'on les communique, il faut les communiquer, il faut être stratégique et intentionnel dans ces petits moments-là de dire, écoutez, ça, c'est des moments réservés. Si jamais vous voulez faire un petit coucou, vous voulez me parler de votre week-end, vous voulez me parler de vos vacances, vous avez un problème, peu importe, bien, on est capable d'avoir ces petits moments-là et d'encourager le plus possible. Plus on le fait, plus on va encourager aussi de développer cette culture-là au sein de l'organisation. Je vois le temps filer. On va avoir oui, l'accès au webinaire en rediffusion, l'enregistrement des périodes de questions et réponses. Effectivement, Pascal, il va être disponible. Parfait. Et puis, peut-être un dernier point, Laura qui me mentionne ça. Il faut jamais assumer qu'un travail à temps plein au bureau ne peut pas avoir une petite portion qui pourrait être fait en hybride. Donc, ça peut être 1 ou 2 journées par mois. Donc, il faut vraiment pousser la réflexion, même dans certains rôles actuellement qu'on se dit justement, je ne pense pas que cette personne-là peut faire aucunement aucune tâche en télétravail. Bien, poussons la réflexion. Puis le message est vraiment ça, c'est de se dire, on prend pour acquis certains rôles ou certains postes, et même dans ce biais-là, poussons-nous à réfléchir justement, est-ce qu'il y a possibilité que cette personne-là, 1 ou 2 journées par mois ou 1 ou 2 journées par semaine, puisse justement faire un peu de télétravail ou quoi que ce soit. Donc, c'est le message, évidemment, je sais, ce n'est pas la réalité de tout le monde, mais dans certains cas, ça peut quand même être fait. Alors, je vois le temps filer. Je vais peut-être arrêter ici. Comme on vous a mentionné, les questions et réponses, on va vous envoyer un document une fois qu'on aura recueilli toutes ces questions-là avec des bonnes réponses bien réfléchies de la part de Laura et moi. Laura, veux-tu dire le dernier mot de la fin? No, just to thank you and excellent questions, as I just said in the chat. Merci beaucoup. I look forward to talking with some of you in the future. Merci beaucoup à tout le monde et n'hésitez pas à tout moment de nous contacter pour continuer ces belles discussions. Merci de votre temps et à très bientôt.